Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Clémence Bodoc, moi c'est Anouk Perry et on va parler de réaliser nos objectifs dans l'année. Clémence, cette idée te tenait à cœur, pourquoi? En fait, chaque année, c'est toujours le même sujet. En janvier, on parle bonne résolution, on fait des projets, on essaye de s'y tenir. Et moi, je passe dès la moitié du mois de décembre à faire le point sur mon année écoulée, à faire des listes de choses que j'ai envie de faire sur l'année suivante. Et spoiler alerte, au 15 janvier, j'ai rien commencé. Et au 30 janvier, je me dis, l'année prochaine, vraiment, ça marchera. Et j'en ai un peu marre d'être bloquée dans ce sentiment d'échec. J'ai pas envie d'arrêter les bonnes résolutions, parce que je pense que c'est pas ça qui va m'aider à progresser dans ma vie, dans mes projets. Mais je suis un peu sans solution. Et en parlant avec toi, j'ai réalisé que toi, tu avais d'excellents conseils sur le sujet. Bah, j'ai d'excellents conseils, mais en fait, j'en sais rien. C'est plus que l'idée de bonne résolution est bonne sur le principe, mais elle est très compliquée à mettre en place dans les faits parce qu'on prend souvent c'est des objectifs très vastes, pas du tout précis, qui sont sur une durée énorme. Un an, c'est très dur à tenir un an entier, alors que moi j'ai déjà du mal à tenir des objectifs sur 3 jours. Quand on me dit de faire un travail d'ici 2 jours, bof quoi. Euh, donc en fait, c'est tout remettre tout réorganiser pour savoir se fixer des objectifs, savoir les trouver les plus pertinents, les plus justes, de la bonne valeur, et puis ensuite de les mettre en place. Donc la première partie de tout ça, c'est comment trouver des objectifs. Parce que c'est bien beau de dire réaliser ses rêves, mais quand on n'en a pas, comment on fait? La première question que je me pose, en général, quand je cherche à définir mes objectifs, c'est d'écouter mes envies, de quoi j'ai envie. Alors, c'est surprenant parce que j'ai souvent la sensation que mes envies sont au final très éloignées des contraintes que je me pose. Donc par exemple, une résolution que j'ai prise très souvent dans ma vie, c'était se remettre au sport, et notamment pour des considérations de santé, de perdre un peu de poids, de faire attention à ma santé, etc. Alors qu'en fait, j'ai pas assez envie de maigrir dans la vie pour réussir à faire du sport régulièrement, à manger sainement, qui était aussi ma deuxième résolution tous les ans. Jusqu'au jour où je me suis posé la question d'autres termes, et j'ai cherché un sport qui me plaît, en fait. Et j'ai arrêté de prendre comme résolution de me remettre au sport comme une contrainte, et j'ai passé ça en envie, de me dire, en fait, j'ai envie de faire du sport cette année, de trouver un sport qui me plaise, et je ne l'ai pas attaché à un objectif qui de toute façon ne me tenait pas à cœur. Parce que à partir du moment où tu n'as pas envie de maigrir, ça sert à rien de prendre comme bonne résolution de maigrir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je trouve ça bien. En fait, ça pose un peu la question de prendre du recul sur ses objectifs, c'est-à-dire ne pas se les poser pour les mauvaises raisons. Comme tu disais, vouloir faire du sport pour maigrir quand finalement t'aimes pas le sport, bah ça va pas tenir. Vouloir arrêter de fumer parce qu'on t'a dit que c'était pas bien, bah généralement ça va pas tenir si c'est juste ça. Premièrement, faut trouver un truc plus petit ou autrement formulé qui va donner une carotte, enfin un truc vraiment sympa à la fin et où on va avoir un intérêt. Euh, Tu parles de découper les objectifs en ouais. comment tu dirais, des morceaux plus. Ouais, Comme, les comme des, des, morcelés. des bouchées que tu vas réussir à manger plutôt que d'attaquer un énorme truc. Oui, carrément. Ça. En fait, le problème des résolutions, des nouvelles résolutions de la nouvelle année pour moi, c'est que tu prends des résolutions sur un an. Donc si au bout d'une semaine tu n'y arrives pas, tu te dis bon, bah, si j'arrive pas au bout d'une semaine, enfin, si au bout d'une semaine j'ai déjà du mal, je vais pas tenir 50 semaines de plus. Et c'est normal parce qu'on n'est pas fou. Tandis que si tu prends, tu dis, sur 2 semaines, je vais un peu réduire ça, bah, ça va être beaucoup plus simple parce que même si au bout d'une semaine t'en as marre, tu te dis, bon, il me reste qu'une semaine, je vais pouvoir la tenir. La fin des 2 semaines, t'y es. Et puis, c'est toujours la stratégie de si tu ajoutes petit à petit, tu vas réussir. Alors que si tu mets tout d'un coup, bon, il y a de fortes chances que tu te plantes. Et ça peut aller sur plein de choses. Ça peut. Quand je dis structuré, même ça me semble dangereux, ne serait-ce que de se dire à la fin de l'année prochaine, j'ai arrêté de fumer et de trop morceler. Pour moi, il vaut mieux commencer par se dire, pour l'instant, j'arrête cette cigarette pendant 2 semaines, et puis au bout de 2 semaines, voir comment on va, puis peut-être arrêter cette autre cigarette, et après, bah, peut-être qu'on va mettre 3 ans à arrêter de fumer, peut-être qu'on va pas arrêter de fumer, peut-être que finalement, on va arrêter de fumer plus vite. Tout ce que je veux dire, c'est
il y aura toujours une réussite. Ça sera des petites réussites qui se suivent plutôt que des réussites qui se suivent puis un gros échec parce que finalement l'objectif final n'a pas été atteint. Je vois ce que tu veux dire. C'est une question de savoir où est-ce que tu places la barre. Parce que si elle est trop haute, c'est décourageant. Je pense qu'il faut être ambitieux dans ses objectifs pour se motiver. Parce que un objectif trop facile, personnellement, ça me donne pas envie de me dépasser pour l'atteindre. C'est trop à ma portée, donc je vais pas faire d'efforts. Mais en revanche, s'il est trop haut, c'est décourageant. Alors la grande question, c'est comment trouver le milieu, le juste milieu. Et je pense que, en fait, il y a deux types de personnes. Il va y avoir les personnes qui de base sont beaucoup trop ambitieuses, et elles se reconnaîtront. Et de l'autre, les personnes qui ne le sont vraiment pas assez. Et elles se reconnaîtront peut-être moins, elles. Mais bon, déjà, si vous faites partie des personnes trop ambitieuses, eh ben, vous le savez déjà, vu que tous les ans, c'est le même problème. Donc cette année, essayez de voir à la baisse vos objectifs. Après, c'est pas une science exacte. Tu peux pas dire exactement ça, cet objectif, tu vas le réussir, celui-là, tu vas te planter. C'est plus prendre du recul sur sa vie, prendre du recul sur comment on a traité jusque-là tous ces objectifs, et ensuite réussir à se dire, bon, on va tenter ça, et puis on tente, on observe si ça marche ou pas, on réessaye, on aiguise. Un peu comme les athlètes qui font du saut en hauteur. En fait, tu augmentes progressivement la hauteur de la corde que tu dois sauter. Parce qu'effectivement, si tu vas à froid en mode objectif 6 mètres, ça va être extrêmement difficile, alors que si tu le montes 4,50, 4,58, 4,60, etc., ça va être plus facile finalement d'atteindre au final un objectif ambitieux. Par exemple, l'année où j'ai fait le NaNoWriMo, je me m'étais mis comme objectif de faire 2000 mots par jour, plutôt que de me dire il faut que je fasse 50 000 mots en un mois, qui est l'objectif du NaNoWriMo, hein, le National Novel Writing Month. On a un podcast sur le sujet, plusieurs même. Et parce que finalement, 2000 mots, c'était beaucoup plus atteignable. Je me suis rendu compte que dans la journée, si j'écris pendant 20 minutes non-stop, j'atteins assez facilement 2000 mots. Et le fait de prendre cet objectif facilement atteignable et de tous les jours mettre un peu d'exigence en plus, de passer à, en fait, je vais essayer de faire 15 000 à la semaine, 20 000 à la semaine, etc. Ça m'a permis, aujourd'hui, je sais, par exemple, j'ai plus du tout peur de me dire, il faut que j'écrive tant de mots ou que je produise tant en volume sur un projet, ce qui avant me paralysait complètement, parce que écrire un roman, c'est une montagne insurmontable, pour moi, avant. À force d'avoir augmenté petit à petit la hauteur de la corde, je finis par me rendre compte que j'ai atteint un objectif hyper ambitieux pour moi, que je voyais comme absolument inatteignable avant. Ouais, moi, en objectif, je pense que c'est beaucoup plus superficiel, beaucoup plus bête, mais j'avais celui de faire le ménage chez moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été extrêmement bordélique, et dans une famille où on est tous très bordéliques, où bon, ça va, quoi, on peut laisser traîner des miettes, il n'y a aucun souci. Et tout d'un coup, à un moment, je me suis retrouvée en couple pendant assez longtemps à vivre avec un type qui était ultra maniaque. Et tous les deux, on a dû un peu se tempérer l'un l'autre. Et le problème dans ces cas-là, c'est que c'est souvent le maniaque qui finit par faire tout le ménage. Sauf que moi, ça m'était un peu insupportable comme idée. Et du coup, petit à petit, j'avais un cahier des charges. Et toutes les semaines, je me rajoutais une petite tâche que j'allais faire. En plus, j'étais au chômage, donc j'avais le temps, hein, j'avais vraiment aucune excuse pour ça. Mais c'était vraiment très dur pour moi au début, même ne serait-ce que de prendre le réflexe de faire la vaisselle tant que ça ne déborde pas. Tu vois. Avant, moi, j'étais vraiment en mode « Oh, ça peut traîner, ça peut traîner ». Et c'était petit à petit, chaque semaine. Cette semaine, en plus d'avoir fait la vaisselle à chaque fois après les repas, je vais passer un coup de balai tous les 3 jours. Tu vois. Enfin, c'est un truc con, mais c'est des réflexes que j'ai appris à prendre. Et finalement, ça peut sembler bête, ça peut sembler être juste apprendre la vie d'adulte, mais ça fait partie des objectifs de la vie, de savoir se gérer seul et de savoir ne pas être une crado, tu vois. Absolument. Je trouve que c'est loin d'être bête comme exemple, hein. Ce que tu disais, c'est terre à terre, mais en fait, je pense que énormément de progrès dans nos vies peuvent être obtenus en faisant comme ça, en s'organisant mieux. Et je pense notamment à tout ce qui est routine. J'ai essayé en novembre le Miracle Morning, donc qui est une routine de matinale qui consiste à se lever assez tôt pour avoir le temps de faire un certain nombre de choses avant de commencer vraiment sa journée. Donc que tu travailles ou que tu ailles en cours ou peu importe ce que tu dois faire le matin, que ce soit à 9h ou à 11h, en fait, le but du jeu, c'est de faire 2 à 3 heures d'activité avant.
Et effectivement, au début, quand j'ai lu les exemples de routine, je me suis dit, ok, c'est un truc de PDG. Effectivement, c'est une routine qui est adoptée par des entrepreneurs, des chefs d'entreprise brillants et qui ont beaucoup de responsabilités. Et, euh, et ça me paraissait effectivement assez insurmontable de me dire, je vais me lever à 6 heures du matin, je vais faire du sport, je vais lire, je vais écrire, je vais réfléchir à mes objectifs, organiser ma journée. Ça me paraissait hyper ambitieux. Et je me suis astreinte à le faire étape par étape, en fait, en me disant, premier truc, il faut que je prenne le pli de me lever tôt. Et ça, finalement, fondamentalement, c'est pas si difficile que ça. C'est une question de volonté, d'organisation, de prendre soin de soi le soir, attention à ses heures de sommeil, etc. Et après, pour ce qui est des activités, j'y suis allée brique par brique, comme tu dis. Un jour, je commence à mettre du sport et à m'y tenir. Un jour, je commence à mettre de la lecture et à m'y tenir, etc., etc. Et finalement, 3 mois plus tard, enfin presque 3 mois plus tard, je stagne un peu. C'est-à-dire que je fais toujours pas ma routine de façon complète. Je la fais pas aussi bien que je voudrais. Mais en fait, je me lève le matin à 6 heures. Et ça, c'est déjà un progrès Déjà, bravo. énorme par rapport à il y a 3 mois. Il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, il me semble, c'est... en fait, je me souviens que quand j'ai fait une vidéo qui s'appelait Comment réaliser ses rêves, il y a eu pas mal de commentaires qui disaient c'est très bien, mais moi, j'ai pas de rêve, et j'ai pas d'objectif, et j'ai rien. Et faudrait peut-être qu'on s'adresse un peu à toutes ces personnes qui se sentent peut-être pas concernées jusque-là, parce qu'elles se disent moi, j'aimerais bien réaliser des trucs de ouf, ou réaliser des petits trucs, ou m'améliorer dans ma vie, mais je vois pas trop ce que je pourrais changer. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Oui, tu disais à l'instant, tu parlais des personnes qui sont pas assez ambitieuses. De l'ambition, pourquoi faire? En fait, pour moi, tu n'as pas besoin d'avoir des rêves énormes dans la vie. C'est simplement l'idée d'avoir une vision, de savoir où tu veux aller. Et non pas pour se mettre une pression et tous les jours mesurer la distance que tu n'as pas parcourue, à quel point tu fais toujours du surplace, etc., mais plus pour trouver une source de motivation en toi. Concrètement, c'est pas de se dire en 2017 je vais changer le monde, ou je vais publier un roman, ou je vais réussir mes études. Tout ça, c'est des objectifs, enfin c'est des ambitions qui sont très vastes déjà, enfin peu définies, etc. Mais c'est plus de se dire en fait quelle est la version de moi que j'ai envie de devenir. Alors pour certaines personnes, ça va être j'ai envie d'avoir confiance en moi. Et avoir confiance en soi, c'est hyper ambitieux, parce que c'est compliqué dans notre société, je trouve, à plein de niveaux. C'est pas du tout inatteignable, parce que du coup, tu peux le découper en petites étapes de pourquoi t'as pas confiance en toi, pourquoi telle partie de ton apparence influe sur ta confiance en toi, pourquoi tel problème fait que tu n'oses pas tenter des projets ou des choses comme ça. Et donc en revenant sur la discussion qu'on vient d'avoir, en découpant cet objectif, avoir confiance en soi, en plusieurs objectifs intermédiaires, entre guillemets, tu peux réussir à être mieux dans ta peau, dans ta vie, alors je sais pas combien de temps il faut estimer pour réussir à prendre une habitude comme ça. Mais on parle pas d'une année, en fait. 21 jours pour prendre une habitude. Exactement. Après, la confiance en soi, c'est pas une habitude. Mais moi, je sais que c'est vraiment un truc que j'ai bossé quand j'avais 18 ans. C'est vraiment arrivé en 2-3 mois, je pense. Vraiment le moment où je me suis dit, là, ouais, il y a quand même eu du changement. Je pense que les 21 premiers jours, c'est ceux pendant lesquels tu dois être consciente du changement que tu veux mettre en place dans ta vie. À savoir, si par exemple, tu as un complexe sur ton visage, et que tous les matins, quand tu te brosses les dents dans la glace, en fait, tu es en boucle sur ce complexe. Un truc simple à faire, c'est en fait, tu te brosses plus les dents devant un miroir. Comme ça, le matin, déjà, t'es pas devant un miroir à ce moment-là, et tu perds l'habitude de te juger à ce moment-là de la journée. Et peut-être qu'au bout de 21 jours de faire ça de façon consciente, t'as fini par l'intégrer de façon inconsciente, ou au moins à ce moment-là de la journée, t'as niqué ce complexe-là. Ouais. Tout ça pour dire que les objectifs, c'est finalement pas forcément quelque chose de concret, ça peut être quelque chose de beaucoup plus philosophique, de même que c'est pas forcément devenir astronaute ou devenir quelque chose d'impossible à devenir. Ça peut être juste je vais être plus clean dans l'appart cette année, ou je vais je sais pas, il y a comment elle s'appelle, l'humoriste Christine Béroux. Christine Béroux, qui nous a sorti un article très bien aujourd'hui sur le fait qu'elle avait totalement réduit tout son temps passé sur les réseaux sociaux à 15 minutes par jour. Ça peut sembler déjà énorme pour certains, mais elle y passait 3-4 heures avant, donc
Et travaillant dans le web, je sais que c'est très peu, 15 minutes par jour, parce que... Christine Béraud, elle est humoriste, comédienne et chroniqueuse aussi sur Europe 1. Elle écrit des livres aussi, donc j'imagine qu'elle fait un usage des réseaux sociaux un peu similaire au nôtre chez Mademoiselle, à savoir comme outil où trouver de l'inspiration, des sources, savoir ce qui se passe dans l'actualité. Et puis tout simplement avoir des contacts avec tout le monde. Absolument. Enfin, les réseaux sociaux, pour moi, c'est devenu le nouveau téléphone. C'est juste... finalement, je reçois quasiment plus de SMS purs. Je reçois que des messages sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter. Et sans ça, je me sentirais perdue. Mais finalement, ce qu'elle raconte, elle a vraiment toute une philosophie intéressante. Je pense qu'on mettra en lien son article. Et ça peut être ça. Ça peut être juste aussi changer un peu son rapport aux technologies. Ça peut être écrire. Ça peut être se remettre à dessiner un peu. Je sais qu'en grandissant, quand j'étais petite, je dessinais énormément. En grandissant, c'est un truc que j'ai totalement perdu. Et de temps en temps, je me reprends un carnet et je me dis, allez, là, je passe une demi-heure à dessiner. J'écoute un podcast et je dessine en même temps. Ça peut être tout simplement se faire de la place pour soi dans sa vie. Ouais. Je pense que si tu es quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de rêve, la première étape pour toi, c'est peut-être de te mettre au centre de ta vie et de te faire de la place. Que ce soit du temps pour toi, du temps pour réfléchir, du temps pour finalement te remettre un petit peu en priorité dans ta vie. Et à partir de là, peut-être que tu vas trouver plus facile d'avoir des ambitions et des rêves. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait cet été quand je suis partie 2 mois en voyage sac au dos. J'étais en Indonésie, j'ai fait de la plongée et j'ai vraiment mis ces 60 jours de voyage à profit pour me demander ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et donc j'avais envie de revenir chez Mademoiselle et de devenir rédactrice en chef. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai vraiment pris ce temps pour me demander, je suis au bout du monde et il y a rien qui me force à revenir ou à rentrer, et juste si j'avais une feuille blanche, j'écrirais quoi dessus. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment c'était pas besoin de partir au bout du monde en fait, hein, parce que c'était aussi pour les vacances, faut pas se mentir, mais tu peux simplement de prendre comme objectif premier pour cette année de te remettre au centre de ta vie. Ouais. Et de réfléchir à ce que tu as envie de devenir. Je pense que c'est important quand on parle de ça, de dire que quand on va à l'autre bout du monde, ou juste quand on prend du temps pour soi, même dans sa petite chambre, il peut y avoir des moments où on se dit je sais pas ce que je veux faire, mais je sais que ce qui me plaît ne me plaît plus. Et c'est important de ne pas voir ça comme un échec, mais juste de se dire c'est une avancée, au moins je sais que ça je le raye de mes envies, et c'est pas grave, parce que je sais que je connais plein de gens qui sont partis et au cours de leur voyage ont commencé à paniquer en se disant mais en fait j'ai plus jamais envie de travailler de ma vie, j'ai plus jamais envie de faire ça, j'ai plus envie de retourner dans un bureau. C'est pas grave, faudra juste trouver un autre moyen de vivre, et c'est juste que ça vous convenait pas, et c'est tant mieux d'avoir découvert ça. Donc là je parlais de rayer ce qu'on n'aime pas, mais concrètement ce qu'on peut faire quand on n'aime pas les choses et qu'on se dit je ne sais plus ce que je veux faire de ma vie, c'est tout simplement faire une liste où noter toutes les envies, mais des plus futiles aux plus sérieuses, hein. Ça peut vraiment être juste j'aimerais bien faire de l'équitation, ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Je sais pas, ah tiens, il y a ce concert, il y a ce groupe que j'aimerais bien voir en concert, et aussi j'aimerais bien avoir une formation, ça peut être vraiment tout, lister tout, et puis après regarder tout ça, prendre du recul et se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Effectivement, on parlait aussi de comment atteindre ces objectifs. Oui. C'est bien beau de dire. Voilà, une fois que j'ai ma liste, j'en fais quoi ? Quand j'étais petite, je faisais des prières parce que j'étais très catholique, et puis j'écrivais au Père Noël pour qu'il me donne la force de réaliser mes rêves. Je crois plus au Père Noël et je crois plus du tout non plus en Dieu. Du coup, comment je fais pour m'en sortir ? Je pense que la première étape, c'est déjà se dire que c'est possible de changer. J'ai eu la sensation d'avoir été élevée dans un monde où on m'a assigné plein de choses, une place, des rôles, énormément de choses. Et j'ai mis beaucoup de temps, je pense, à me rendre compte que j'avais le pouvoir de changer ma vie si je voulais changer de vie. Et non pas forcément en rayant tout je fais un virage à 180 degrés, mais simplement de provoquer des changements dans ma vie. C'est bien. En fait, ce que tu dis est intéressant, Clémence, parce que dans le côté provoquer ce qu'on veut dans la vie, j'ai créé une petite partie, et même j'aimerais bien en faire un article qui s'appellerait de manière un peu trollesque « Comment avoir de la chance dans la vie ». Parce qu'en vrai, la chance, c'est pas censé se provoquer, c'est censé arriver par hasard. Et justement, le hasard, on peut un peu le provoquer, on peut un peu faire en sorte que statistiquement, il a plus de chances d'arriver si jamais on s'y met vraiment à fond que si on attend que les choses arrivent.
Alors, c'est un truc assez insupportable à dire parce qu'il y aura toujours des gens qui seront mieux nés que d'autres. Il y aura toujours des gens qui auront plus de chances que d'autres par hasard. Et bah, c'est la vie. La chance C'est est comme injuste. La chance est injuste. La chance est injuste, mais on peut chercher un semblant de justice dans cette injustice. Et non, mais ce que tu disais, c'est intéressant. C'est que finalement, en fait, la chance, c'est aussi d'y croire. C'est aussi de se dire, j'ai cette opportunité. Enfin, on me la donne pas, mais je vais aller la chercher. C'est se dire, on m'a donné un parcours à suivre et finalement, je vais aussi tenter un autre. Et en tentant un autre, bah, on tente la chance. Et même si on a 10% de réussite, bah, 10% c'est énorme par rapport à 0%. Et puis en plus, peut-être qu'en tentant ça, on va créer des contacts. Peut-être qu'en créant des contacts, bah, 6 mois plus tard, ils vont nous rappeler. Enfin, la vie, c'est juste tout plein de choses qui s'agrémentent les uns les autres. Et plus on tente de choses, plus ça marche en fait. Et plus on tente des choses, plus on rencontre des gens, plus on rencontre des gens qui vont rencontrer d'autres gens, plus tout le monde va se parler. C'est des contacts. C'est aussi plus on réussit des choses, plus on se rendra compte on peut les réussir. Donc plus on prendra confiance et plus on continuera à aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a souvent, arrivé à un certain âge, il y a un énorme écart entre les gens qui ont pris confiance en eux très jeunes et ceux qui n'ont toujours pas confiance en eux. Tu vois clairement une différence, et même au sein d'une même famille où normalement, en théorie, ils auraient eu les mêmes parents, les mêmes chances dans la vie, et pourtant tu vois un frère ou une sœur qui explose tout et l'autre qui n'arrive pas, tu vois, qui n'arrive pas à suivre. Donc il y a vraiment ce côté. Voilà. Après, c'est beaucoup de théories, donc comment avoir cette chance, la provoquer, y jouer. Et il y a toujours cette philosophie que j'aime bien du fake it till you make it, de faire semblant. Tu vois, de faire semblant d'y croire. C'est-à-dire bah, si on parle de mon embauche chez Mademoiselle, quand j'ai postulé, je savais qu'il y avait des centaines d'autres personnes qui postulaient. Du coup, je savais très bien que mes chances étaient très réduites. Mais parce que je savais que statistiquement, en plus, j'avais aucune expérience de journalisme, j'avais aucune expérience de rédaction, donc c'était un peu genre, bon. Je pense qu'il y a quelques années, je me serais dit, je ne postule même pas. Là, je me suis dit, on tente, au pire, bah, il m'appelle pas, c'est bien le pire qui puisse m'arriver. Je dis souvent 100% des gens qui ont eu un job ont candidaté ou Oui, postulé alors pour le bon, poste. ça c'est la première étape. Ensuite, je me suis dit, bon, j'ai tenté. Maintenant, j'avais croisé Fab à des soirées il y a très longtemps, du coup j'avais son contact. Je me suis dit, je vais lui envoyer un petit message, genre, salut Fab, j'ai envoyé ma candidature. Et il m'a répondu, bah genre, oui, je l'ai reçu, quoi, mais j'ai 200 autres candidatures, donc attends, quoi. Et Certes. certes. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, j'ai tenté. Et puis voilà, je suis passée à autre chose. Et puis, il y a eu 2-3 semaines de flottement. Et pendant ces 2-3 semaines, bah, j'ai cherché un autre job en me disant, bah, c'est pas grave, je l'ai pas, quoi. Et finalement, il m'a rappelé, il m'a dit que j'avais le job, et blablabla. Mais pour moi, ça, c'est assez typique de provoquer la chance. C'est aussi tenter des choses pour lesquelles on n'est pas prédestiné. Et après, on verra, il y a le talent. Enfin, faut croire en son talent aussi. En fait, quand tu racontes cette histoire, moi j'ai l'autre moitié de l'histoire, puisque j'étais Oui. dans l'entreprise à ce moment-là. Et en vrai, moi je me souvenais de toi parce que tu avais surtout candidaté quand j'avais fait un appel à lectrice sur le forum pour interviewer Pascal Boitard lors d'une table ronde sur le harcèlement de rue et le harcèlement dans les transports. Je me souviens de la façon dont tu t'exprimais à l'écrit sur le forum, la façon dont tu t'es exprimé à l'oral ce jour-là pour l'interview. Tu étais dans les bureaux, tu nous as rencontrés, tu en as profité pour nous parler du fait que tu faisais du stand-up et que tu voulais un peu parler de cet univers aussi. Tu as continué à nous envoyer de temps en temps des petites news sur l'univers du stand-up et sur tes passages. Tu avais fait un one-man show aussi. Ça, c'était une fois que tu étais déjà embauchée. Non, ça, Mais j'en en avais vrai, fait avant aussi. Mais en vrai, c'est toutes ces prises de parole et ces contacts-là qui ont fait que quand on a vu passer ta candidature dans effectivement le flux de centaines, parce que on les regarde quand même, la tienne nous a tout de suite sauté aux yeux, quoi. Et en fait, il y avait aussi un article envoyé avec, parce que toutes les candidatures on demande d'envoyer un article, et c'est là que ça faisait la différence. C'est pas forcément effectivement sur l'expérience de journalisme ou ce genre de choses. Ouais. Mais c'est intéressant la façon dont tu le racontes, parce que je t'ai déjà entendu raconter cette histoire. Et tu avais complètement exclu la dimension de... J'ai postulé plusieurs fois, entre guillemets, parce que à chaque fois que tu mettais un pied chez Mademoiselle, tu remettais un petit peu une couche sur voilà ce que je sais faire, je suis intéressée, etc. etc.
c'est ça, provoquer la chance, en fait. C'est pas forcément, c'est pas le texto à Fab qui fait que t'as le job à la fin. C'est toutes les fois où t'es venu avec du contenu, Oui, avec en fait, une présence, en fait, etc., toutes ces etc. fois où je suis venue, ce que je veux dire dans le côté provoquer la chance, c'est que à l'époque, je postulais pas du tout. C'est ça. J'étais là, j'étais juste en mode j'aime bien le magazine. Et en fait, chaque fois que j'étais venue, j'avais des objectifs. Bah, je voulais interviewer Pascal Boitard, c'était ça mon objectif. Donc, j'ai interviewé, j'étais contente. Ensuite, je voulais parler du stand-up et je voulais donner un peu de visibilité à ça. Et je connaissais un peu le site, du coup, j'étais très contente qu'on en parle. Et ce que je veux dire par provoquer la chance, et que par tout est lié, tout finit par être lié, c'est que finalement, c'est peut-être comme ça que à la fin j'ai été recrutée. Mais alors que c'était pas du tout le but premier. C'est à chaque fois qu'on fait un but et qu'on le réalise et qu'on rencontre des gens ou qu'on réalise des petits trucs, on se donne des opportunités pour la suite d'aller beaucoup plus loin sans même s'en rendre compte. Mais c'est des petits trucs qui témoignent d'un certain état d'esprit positif et qui te fait faire et tenter des choses plutôt que d'attendre que les choses t'arrivent. C'est ça, non? Ouais, finalement, pour atteindre ces objectifs, je pense que ça serait un peu la conclusion et la chose la plus évidente, mais il faut se sortir les doigts, en fait. Il faut se bouger les fesses. Pas de secret, désolé. Désolée, il n'y a pas de secret, c'est juste pour réaliser, faut réaliser, tu vois. Pour faire des trucs chiants, faut les faire. Pour atteindre un niveau de vie qu'on n'avait pas avant, va falloir passer par des étapes un peu moins sympas qui consistent à sortir de sa zone de confort. Et ouais, sur le coup, ça peut faire peur, mais finalement, en général, on risque pas grand-chose. Enfin, là, je parle vraiment... ouais. Alors, quand je dis ça, il y a toujours les gens qui répondent « Oui, mais le petit gamin en Syrie, il peut pas faire ça. » Oui, mais si vous nous écoutez, là, je ne pense pas que vous êtes un petit gamin en Syrie. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Je pense que la plupart de notre auditoire, ça reste quand même des meufs ou des mecs jeunes français... Et puis après toutes les classes sociales, et c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui peuvent pas le faire que vous pouvez pas le faire. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve, c'est de se dire que parce que tout le monde n'a pas la même chance, on va pas se la donner à nous. C'est un faux discours. Donnez-vous à vous, et justement c'est irrespectueux envers les gens qui n'ont pas cette chance de pas la tenter vous-même. Je suis extrêmement d'accord avec ça. J'ajouterais qu'en fait, c'est pas décevant que la conclusion ce soit eh bien, il y a qu'à faire les trucs. C'est plutôt pour démontrer que c'est pas si difficile de faire les trucs. Ce qui est difficile, c'est toutes les étapes avant. C'est de soi-même sortir de sa zone de confort, soi-même d'arrêter de se laisser bloqué par ses complexes, son syndrome de l'imposteur, sa peur de l'échec, toutes ces thématiques dont on a beaucoup parlé déjà sur Mademoiselle, et on vous mettra les liens pour si vous voulez les approfondir. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt de prendre des bonnes résolutions si de toute façon tu vas pas faire l'effort de lever toutes les barrières qui font que c'est toi-même la première raison de ton échec au bout du compte. Bon, vous l'aurez compris, en fait, on a toutes les cartes en main, en tout cas toutes celles qu'on nous donne, et puis à nous d'aller piocher les autres. Et pour la suite, nous, de cette année, on lance une rubrique qui s'appelle Garde la pêche. C'est un peu feel good, mais version 2017, c'est-à-dire toutes les solutions, les astuces, les trucs à savoir pour avoir une vie meilleure, avec plus de confiance en soi, plus de bonheur, plus s'amuser, et puis plus réaliser ses objectifs, avoir de l'ambition, faire du sport et mieux s'entretenir. Bisous! Bonne année!